C'était un papier qui était, qui ressemblait, si vous voulez, à du craft que l'on a maintenant, du genre de papier d'emballage, mais qui était quand même assez imperméable. Oui, parce qu'il faut comprendre que pour du ciment, il fallait que l'humidité ne pénètre pas. Hein, donc il y avait été 4 couches de papier et il y avait donc cette ressource énorme de 50 papiers, genre de papier craft assez épais, avec lequel, bon, du moins, on se protégeait, qu'on arrivait à glisser sous notre veste, notre chemise, puis on avait quand même une chemise. Pardon. On avait donc une chemise, une veste, un pantalon. Ce qu'on pouvait comme chaussures. Au départ, je suis parti de Noëngam avec des chaussures, semelles de bois et un dessus en tissu. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que déjà, ça ne durait pas longtemps, puis arrivé au camp, on se les avait plus ou moins volés. On marchait du pied en été, après quand il faisait froid, on prenait justement ce papier pour s'en faire 3-4 couches de papier autour du pied, avec un fil de fer à la cheville. Ça allait pour le chemin, mais comme on était où on travaillait, il faisait pas froid, et comme c'était toujours arrosé avec de la flotte partout, autour des machines, il y avait des caillebotis. Vous voyez ce que c'est que des caillebotis? C'est des plateaux avec des barres. Souvent maintenant, vous voyez, ça c'est en bois, mais là c'était des tubes métalliques. Donc on marchait là-dessus, c'était pas froid, il y avait de l'eau. Et ça avait surtout un avantage quand on avait la dysenterie et qu'on faisait sur place. De temps en temps, il y a un copain qui arrivait à frapper un tuyau, à évacuer tout ça. Donc, je ne sais plus où j'en étais tout à l'heure pour essayer de suivre les... Non, je vous avais demandé qu'est-ce qui vous avait fait le plus souffrir. Oui, le plus souffrir. Vous savez, on ne peut pas dire le plus. C'était constant. C'était un tout. Oui, je pense que... je vous ai dit, un coup bien placé faisait mal. Mais, pas une question d'habitude, si vous voulez. Comme vous avez dit, aux interrogatoires, oui, à force de faire, je m'étais fait une idée que beaucoup de camarades m'ont dit aussi la même chose. On sait que la souffrance a une limite. Et vous, bon, on se dit, ça y est, j'ai atteint la limite, je n'aurai pas plus mal. Pas plus mal peut-être parce que, bon, on était déjà à moitié estourdi. Bon, vous savez, effectivement, on souffre. Oui, la souffrance a une limite. Mais la souffrance morale, c'est pas pareil. Celui qui perdait confiance, eh bien, oui, se laisser aller. Alors, bon, je vous disais que donc, pour soigner la gale, on avait trouvé, je dis on parce que j'étais pas le seul, mais enfin, on avait pour emboutir, on faisait un mélange de soufre et de carbone, mais on avait donc de la fleur de soufre, du soufre en poudre. Et on avait trouvé aussi, comme il y avait aussi des pots de peinture, des choses comme ça, on faisait beaucoup, on utilise encore maintenant l'oxyde de zinc, qui est un genre de pommade blanche. C'est très bon pour les problèmes de peau, c'est vrai. Voilà, oui, donc on prenait ça, on mélangeait du soufre avec, et puis bon, il fallait enlever les copains le faisaient, on enlevait les croûtes, on en mettait dessus, quoi. Puis alors, quand on travaillait, au moment où on travaillait, on allait, il y avait des souterrains sous les presses qui récupéraient l'eau, donc l'eau qui avait coulé sur les blocs rouges, sur les machines qui étaient chaudes, était chaude aussi en dessous, donc on se prenait une douche bien chaude. Bon, on avait la chance qu'a pas eu Madame Métra. Non. Et vous, non. nous, on avait un moyen de défense. Bon, il y a eu aussi autre chose que j'ai fait. Au bout d'un mois, peut-être que j'étais là quand j'ai commencé à avoir la dysenterie. Bon, les gens disaient, la dysenterie, il faut manger du charbon de bois. Bon, alors, on avait aussi la chance d'avoir des fours. Dans les fours, bon, on prenait des culottes d'obus, on faisait un couvercle pour mettre dessus, je vois qu'il y avait une plaque de ferraille ou une pierre. Alors, on mettait les morceaux de bois dedans, puis on mettait ça dans le coin d'un four. Et bon, le bois brûlait, on faisait du charbon de bois. Le charbon de bois, on le pilait, puis on le mangeait. Alors, on était tout froid, évidemment. Enfin, bon. Est-ce que ça faisait quand même son effet un peu, ça freinait un peu? Je ne sais pas. J'ai jamais été guéri. Enfin, bon, ça l'atténuait peut-être, mais vous savez, on ne mangeait pas beaucoup. Donc, bon, oui, on était gênés, si vous voulez, mais on n'avait pas beaucoup besoin de soulager. Hein.
il y avait quand même, bon, il voulait voir un écoulement constant, vous savez, parce que la dysenterie amibienne, tout il prend. Hein. Bon, et puis après, le dernier mois, bon, on commençait à vraiment avoir des douleurs. Bon, la dysenterie fait aussi, justement, que l'on souffre du ventre, fatalement. Mais après, tu as confondu un petit peu avec le typhus. Alors là, le typhus, quand bon, je reprends, si vous voulez, au bout. Quand les Alliés sont approchés, les commandos, tout ça, sont été repartir dans dans leur compte de distribution, donc à Neuengamme pour nous, on nous a mis dans des trains. Alors là, j'ai vu mon petit copain, Simono. Simono qui rejoignait les wagons, parce qu'on est arrivé, il y avait des wagons alignés sur un rail, évidemment, et puis un large espace où on nous avait arrivé. Là, on n'était plus en ordre, on était en ordre dispersé plutôt. Je l'ai vu arriver, se tenant le ventre, et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as? Il m'a montré, il avait tout un pourri à envoyer les boyaux au travers. Je pense que, je ne sais même pas s'il a pu monter dans un wagon. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Enfin voilà, il y a des blessés. Moi, je traînais la patte parce que j'avais le jambe cassée. Comment vous avez eu votre jambe cassée? Et je vous disais que les plus faibles, quand on était tombé, qu'on repartait pour charger les blocs d'acier froid, alors sur un chariot, vous ça sur un chariot qui était assez haut pour être à la hauteur du four, et bon, le chariot a déraillé, les blocs sont tombés. Alors là, il y avait encore les SS. Là, bon, on a pris une raclée à coup de crosse. Alors, d'une part, j'ai pris un coup de crosse là qui m'avait cassé le nez. Et puis, c'est la poitrine à ce moment-là. Et puis, la jambe par les blocs. En fait, j'avais qu'un os de cassé. Hein. Là, je pouvais encore m'appuyer sur la jambe. Enfin, quand j'ai été libéré, j'avais toute la jambe gauche, de 5-6 cm du loup jusqu'à la cheville, c'était une plaie purulente. Hein. Je mettais, moi, bon, parce qu'il y avait toujours ces sacs de ciment, là, ce papier des sacs de ciment. Alors, ce que l'on faisait, quand on était à l'usine, mais en dernier, il n'y avait plus d'usine d'ailleurs, on trempait, on découpait des bandes, on déchirait des bandes dans le papier, on les trempait dans de l'eau pour qu'elles soient molles et qu'elles soient autocollantes en quelque sorte, et je me faisais des pansements sur la jambe avec des bandes de papier comme ça. Il n'y avait pas de désinfectant, il n'y avait rien. C'était exclu, ça. Enfin, il faut reconnaître que j'ai l'infection, je dis, ce copain Simono avait certainement une infection, mais moi, j'ai pas une infection de cette jambe. Par contre, si c'était, oui, comme j'ai pris des coups de crosse sur la poitrine, ça m'a décroché les côtes, oui, et bon, qui m'ont abîmé le poumon. Bon, là, c'est parti comme ça. Quand on est libéré, il y a qu'en France qu'on m'a dit que j'avais une plaie purulente, c'était la tuberculose. Bon, donc jusque-là, bon, on tousse, on est faible, ça, bon, on se travaille comme on peut. Mais vous savez que quand on atteint une certaine faiblesse, vous parliez d'ailleurs de la souffrance, eh bien, la douleur par elle-même, quand on est faible, est moins sensible. On est toujours un petit peu comme dans un coma, récurrent. Oui, comme si on était tous, si vous voulez. Voyez-vous, on a l'esprit un petit peu atténué. Enfin, on fait toujours l'effort pour tenir encore, pour marcher, pour essayer de se soigner. Alors, les derniers mois, évidemment, vous savez, c'était un peu la débandade. Hein. On allait travailler, on ne savait plus si on faisait 12 heures, 15 heures, 16 heures, on ne savait plus. On allait travailler, il y arrive un moment où ils voulaient reconstruire des bâtiments, mais il fallait des briques. Et il y avait un tas de briques à 5 km. Et en file indienne, on est allé chercher les briques à pied. C'était en hiver, je ne sais plus à quelle époque exactement, mais enfin il y avait de la neige. Et on prenait chacun 2 briques.
C'est-à-dire que c'était comme c'était des briques creuses, avec un fil de fer qui passait sur le dos, qui partait dans les briques avec un petit bout de bois au travers, et puis on s'est tapé nos 5 kilomètres comme ça. Bon, il n'y avait plus de camions, il n'y avait plus rien. Et c'était quand même d'un débat chez eux. Bon, voilà le genre de choses. En fait, c'était la vie, si vous voulez, à tenir encore. Et bon, avant qu'on soit embarqué pour quitter Waterstedt, on avait déjà entendu des grondements de canon. Alors voyez-vous qu'il fallait tenir, l'espoir était bon. On a été embarqué dans ce train. Mais ce train n'était pas fait de wagons fermés, c'était des wagons, on appelle des wagons tombereaux. Comme on dit, il n'y a que les côtés du wagon. C'était des wagons qui étaient, il n'y a même pas de porte d'entrée, c'était des wagons qui étaient destinés à mettre des matériaux. Donc c'était des trappes sur les côtés qui servaient de les vider. Donc on était entassés là-dedans. Il a fallu grimper. D'ailleurs, au bout de chaque wagon, il y avait un petit escalier ou une espèce d'échelle avec une plateforme en haut. Il fallait grimper là, puis sauter dedans en bas. Bon, enfin, on sautait, on se laissait tomber. Donc nous étions 60 par wagon. 60, mais quand nous sommes arrivés, 4 jours après, à Ravensbrück, parce qu'ils n'ont pas pu nous emmener à Neuengamme, donc à Ravensbrück, nous étions plus de 20. Et on nous a embarqués là-dedans sans boire ni manger. On était embarqués dedans, c'est tout. Tous malades, plus ou moins malades, tellement malades que en 4 jours, il y en a 40 qui sont morts. Vous voyez un peu dans quel état nous pouvions être à ce moment-là. Nous avions eu, mon wagon a eu chance parce que je vous ai dit qu'il y avait à chaque extrémité de wagon, il y a une petite échelle avec une plateforme, et là il y avait un soldat allemand, c'était plus les SS, c'était un bon vieux monsieur qui avait une soixantaine d'années, et qui avait un fusil. Il avait une baïonnette au bout du fusil, enfin il avait une baïonnette pour mettre au bout du fusil. Alors bon, un jour, on a vu qu'il mettait sa baïonnette au bout du fusil, et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il y avait un train à côté, un train de rutabaga. Et si vous savez ce que c'est que les rutabagas, c'est des espèces de gros navets jaunes comme ça. Alors, en Allemagne, on en avait beaucoup, d'ailleurs, on nous a fait souvent la soupe avec ça. Et bon, il a piqué avec sa baïonnette les rutabagas, et puis il nous les a balancés dedans. Alors bon, après, il a vu que j'en avais du mal, ces machins-là, bon, avec sa baïonnette, il les a coupés en morceaux. Alors on a attrapé ces bouts de rutabaga pour les mâchonner, et ça faisait boire et manger en même temps. En fait, c'est tout ce que nous avons eu là. Donc nous sommes arrivés à ce moment-là à Ravensbrück. Alors à Ravensbrück, ça a été l'hécatombe de gens qui ont voulu boire. 4 jours comme ça, j'aime mieux vous dire qu'on ne pouvait plus fermer la bouche. Et la bouche ouverte, figée. Vous parliez de souffrance, mais je ne me souviens pas de souffrance. J'ai peut-être pas la mémoire. Mais on ne peut pas dire qu'on avait atteint, si vous voulez, un moment de délabrement, si vous voulez, je dirais presque de non-souffrance. Et je ne me souviens pas, si vous voulez, avoir souffert de la soif. C'est ça, on n'y pensait même pas. On était là, coincés, figés. C'était comme je me souviens, au moment de l'embarquement, j'avais du mal de marcher. Ça, j'ai dû souffrir. Mais, enfin, en plus de ça aussi, je toussais. Alors là, tousser, ça me faisait mal. Mais enfin, je n'ai pas la mémoire de cette douleur. Ouais. Donc, arrivé à Ravensbrück, bon, les premiers, ceux qui étaient valides, qui pouvaient marcher, sont précipités sur les lavabos extérieurs, qui étaient des douches avec des robinets au-dessus. Ils ont béton qu'ils pouvaient, et j'en ai vu plusieurs qui étaient restés la tête sous la flotte, ils étaient morts, ils ont voulu trop boire. Alors nous nous sommes retrouvés, et sur 6000 qui étaient partis de Waterstedt, nous nous sommes retrouvés dans 4 blocs, c'est-à-dire, on était quand même plus que d'habitude. Normalement il y en avait 200, là on était bien 400, puisqu'on était 2 par lit. Dedans. Et les lits, c'était des chalets. Des chalets où il y avait 3 étages,
70 cm de large, avec des planches au travers, et on était donc 2 par lit. On n'avait ni couverture ni quoi que ce soit. Enfin, il faisait déjà moins froid à cette époque-là. Donc, il y avait 4 blocs comme ça. Donc, environ, si vous voulez, on était au maximum 2000, là, sur 6000 de parties. Et vous, je vous dis, un wagon, nous on était 20 à l'arrivée et 60 au départ. Hein. Donc, tout ça était resté en route. Donc, je me souviens, dans ces 4 blocs-là, on devait être à peu près 2000. Mais les 2000 ont été triés. Ceux qui pouvaient marcher ont été embarqués à pied pour rejoindre Neuengamme à pied. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, ceux qui étaient, inaptes à prendre la route, ont été laissés là et les fours crématoires fonctionnaient. Alors on attendait son tour. Enfin, les Russes sont arrivés. On en reparlera après si vous voulez, parce que je vais revenir en arrière. Je vous ai parlé de la soupe. Alors effectivement, là, je vous ai parlé qui est du rutabaga. Pendant une certaine période, on avait la soupe au rutabaga. Quand on parle de soupe, c'était des légumes, si vous pouvez trouver, cuits dans de l'eau. Ni tel ni rien, simplement comme ça, dans l'eau claire. C'était des légumes comme ça. Bon, la distribution était faite par le capot. Le capot, on lui amenait un chaudron de soupe, et puis on passait avec des gamelles. Au départ, on n'avait pas le droit d'avoir des gamelles, mais on les trouvait chez le capot. Les capots, en principe, c'était des gamelles ronds, enfin, demi-sphériques. Il nous donnait dedans une louche, une grosse louche, une louche de soupe. Alors, de temps en temps, il remuait pour avoir le fond. Bon, c'était de la soupe, un bouillon. Vous voyez, bon, c'était peut-être pas de gras, non, parce que j'ai jamais vu un œil de gras dessus. Hein. C'était pas des potes au feu. J'ai jamais vu ni un bout de viande, quoi que ce soit dedans. Alors, on a eu une période de la soupe au rutabaga. Pardon. Une période de la soupe aux haricots verts. Quand je dis soupe aux haricots verts, il devait y avoir des haricots verts dedans, mais c'était surtout le pied du haricot vert. C'était des champs de haricots verts qui étaient fauchés. Ils mettaient ça dans les chaudrons, et puis voilà, ils faisaient bouillir ça, puis ils nous faisaient servir avec ça. Alors, on retrouvait des fois des racines avec la terre après, parce que vous savez, quand on fauche des haricots verts, les racines ne sont pas tellement grandes, donc la faux, si elle coupait pas bien, elle arrivait à enlever la racine avec. Donc on s'est trouvé avec ça. Puis l'autre période, c'est peut-être le plus réconfortant qu'on avait comme soupe, c'est la soupe aux orties. Il devait y avoir des champs d'orties, plus ou moins naturels, ce qui fait que l'eau faisait pareil, c'était encore au début, c'est quand on avait encore les fours qui fonctionnaient. Donc je vous ai dit qu'il y avait un grand espace à franchir où il y avait des stocks de délettes. Entre ces délettes, les mauvaises herbes avaient poussé, et par endroits, des orties. Donc, bon, quand on était arrêté, on allait ramasser, prendre des orties, et puis on mettait ça dans la veste pour arriver à l'usine, ou on mettait ça dans des kilos d'obus, c'était nos boîtes, dans des kilos d'obus, et on se faisait de la soupe, comme ça, avec des orties. J'avais vu des copains qui mangeaient carrément les orties directement, comme ça, nature. Oui. Bon, ils oubliaient que ça piquait, mais bon, vous savez, quand on a faim. Hein. Bon. Donc c'était une façon de supporter, si vous voulez, de te maintenir. Est-ce qu'il n'y avait pas une solidarité entre vous pour agrémenter justement des combines Quand je vous dis qu'on faisait... Est-ce que vous arrivez à avoir des combines? Quand je vous dis... non, je vais vous en raconter une, d'ailleurs, quand je vous dis qu'on faisait, effectivement, des fois il y avait 2-3 kilos d'obus avec des orties dedans. J'ai vu une fois aussi des copains qui avaient des épluchures de pommes de terre. Je ne sais pas, il avait trouvé ça. Mais enfin, bon, il a amené ça. Mais vous savez, on partageait. On avait fait une soupe dans un machin, il y en avait 3 ou 4 poignées, que par c'était un autre, et on arrivait comme ça à se partager. Alors, vous parliez des combines. Alors, j'avais un copain, Georges. Lui, il a été libéré, enfin, il est trouvé libéré, mais enfin, il est décédé peu de temps après sa libération, le malheureux. Enfin, avec lui, on s'entendait bien,
et ont été arrangés pour être d'une période de travail différente, d'un poste différent. Quand lui était le matin, moi c'était l'après-midi, le soir, quoi, ou inversement. Et parce que je vous ai dit qu'on était dans des blocs où il y avait 10 chambres de chaque côté, et ces blocs étaient faits, dans la pointure du toit, il y avait des plafonds qui étaient faits de panneaux en bois, disposés dessus, mais qui pouvaient se soulever. C'est pourquoi, d'ailleurs, on avait trouvé des cachettes pour mettre nos couteaux dedans. Mais moi, j'avais trouvé une autre solution, c'est que le capot, lui, avait une pièce à lui tout seul. Avec sa petite chambre, où, dans beaucoup de